Découvrez L'âme des lieux, la nouvelle revue curieuse et voyageuse. À la croisée du voyage, de l'actualité, de l'histoire, il y a les lieux, qu'ils soient lointains ou au coin de la rue. Dans le numéro 1, Venise, les toits de Paris, les volcans d'Islande, la Corée. 30 lieux vous racontent le monde. L'âme des lieux, en librairie et chez les marchands de journaux. Vous écoutez RTL. Tout de suite sur RTL, les secrets de la longévité. Je suis pas sûr que l'extrême vitesse en fasse partie. Bonjour Pascal Dweck. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bienvenue, vous êtes médecin du sport, micronutritionniste. Vous avez enquêté sur ce qui peut nous permettre de vivre mieux et plus longtemps. Et peut-être juste pour démarrer, la première chose, ça dépend de nous. Oui, ça dépend de nous. Alors j'entends souvent moi cette idée comme quoi nous avons une durée de vie ou la survenue de maladie qui est programmée, qui dépend de notre capital génétique. En réalité, quand on regarde de près, nos gènes ne contribuent qu'à hauteur de 25% de notre longévité et de la survenue de nos maladies chroniques. Donc si on dit 25%, il nous reste 75%. Et 75%, c'est l'environnement, notre hygiène de vie, notre mode de vie qui va permettre effectivement de déterminer notre longévité. Et c'est ça notre chance, parce qu'on peut intervenir. Oui, mais c'est un job à plein temps, ça, docteur, quand même, de savoir, de bien se nourrir. En plus, on voit tous les livres, tous les menus qui sortent. On a l'impression qu'il y a 600 façons. On ne sait pas que choisir et comment faire. Je suis d'accord. C'est vrai. On a aujourd'hui toutes les raisons, effectivement, de ne plus rien manger parce qu'on ne sait plus quoi manger. Et puis on a peur de tout, en plus. Oui. Exactement. Mais dans tous les cas, voilà, on peut modifier soit par notre alimentation, soit par notre mode d'activité physique, soit par notre mental, effectivement, nos chances de vivre plus longtemps ou nos chances effectivement de ne pas avoir de maladie chronique. Alors vous allez nous donner tous ces bons conseils dans quelques instants, mais d'abord on va observer les zones bleues, ces endroits incroyables sur la planète où les centenaires sont beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. La curiosité est un vilain défaut. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Vivre vieux et en bonne santé, n'est-ce pas notre espoir à tous ? Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Depuis des dizaines d'années, des chercheurs tentent de décrypter les mécanismes du vieillissement RTL. et de repousser ces maladies qui surviennent avec l'âge. C'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide. On est bien entre curieux sur RTL. Jacques Brel chante les vieux et notre invité, lui, il les observe, notamment les centenaires, ceux qui vivent particulièrement vieux, pour comprendre quels sont leurs secrets et nous donner de bons conseils. Le grand livre des secrets de la longévité, c'est ce que vous publiez, Pascal Dweck, aux éditions Le Duc, et vous y détaillez les zones bleues. Alors on l'a un peu expliqué tout à l'heure lors du passage d'antenne avec Stéphane Carpentier et Christelle Robière à RTL Midi, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est quoi une zone bleue ? Alors les zones bleues, c'est une belle histoire, c'est l'histoire de scientifiques, un Belge, un Italien, un Américain, qui se sont intéressés aux centenaires et qui se sont intéressés aux régions où le nombre de centenaires était plus élevé, où la mortalité était plus basse et où l'apparition de maladies chroniques était moins fréquente que dans d'autres régions. Et donc ils ont identifié effectivement plusieurs pays, plusieurs régions, plusieurs zones, 5 régions dans le monde pour lesquelles effectivement il y a une concentration de centenaires beaucoup plus élevée qu'ailleurs. C'est une coïncidence ou c'est lié à la zone géographique, cette longévité dans ces lieux très précis des zones bleues ? Alors c'est pas lié à la zone géographique parce que ces 5 zones sont éclatées aux 4 coins du monde. C'est probablement lié au comportement de ces habitants et au mode de vie qui sont propres à ces différentes zones. Est-ce qu'on peut donner quelques points communs ? On va ensuite détailler certaines de ces zones, mais de ces 5 zones bleues. Alors, le premier point commun, et qui est un point qui est difficilement reproductible, c'est que toutes ces régions ont vécu à l'abri des toxiques environnementaux. C'est-à-dire que la pollution atmosphérique, les pesticides ils ont été totalement épargnés par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point qui est difficilement reproductible dans tous les sens, mais ça nous donne quand même un indicateur sur la place des toxiques dans la longévité. La deuxième, c'est l'alimentation. Et l'alimentation, elle est extrêmement importante dans ces différents pays. Le point commun, c'est une richesse sur les fruits et légumes, une consommation de viande qui est beaucoup plus faible qu'ailleurs, donc une faible consommation en termes de viande. Et de poissons ? Et une consommation de poissons qui est plus élevée effectivement qu'ailleurs, propre au régime de ces différentes régions. Ce sont surtout des produits qui sont consommés et qui sont produits localement. Donc il y a effectivement, on rejoint effectivement cette absence de pesticides, c'est-à-dire que finalement on est beaucoup dans des villages, beaucoup dans des petites zones pour lesquelles les habitants sont des producteurs et des cultivateurs. Alors on va aller sur l'une de ces premières zones bleues. Et alors il y a un autre point commun, au moins pour 3 d'entre elles, c'est le côté île. Ce sont des îles et la première d'entre elles c'est Okinawa.
au Japon, c'est vraiment un nid de centenaires. Par exemple, il y a dans votre livre des chiffres que vous donnez, il y a beaucoup moins d'accidents cardiaques, j'ai vu ça. Ouais, c'est étonnant, il y a 5 fois moins d'accidents cardiaques à Okinawa que dans les pays occidentaux. Donc c'est effectivement la raison pour laquelle les scientifiques se sont intéressés tout d'abord à Okinawa. Okinawa était vraiment la première région qui a mobilisé les scientifiques pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. C'est devenu un laboratoire, un véritable laboratoire pour observer les centenaires. Je suis sûre qu'ils ne travaillent pas à Okinawa et qu'ils n'ont pas de stress comme nous au quotidien. Alors, ils travaillent très tardivement, mais effectivement, il y a une philosophie de vie à Okinawa qui les distingue. Il y a un comportement alimentaire qui est très particulier. On peut parler de la restriction ou de la modération calorique qui est propre à Okinawa. Leur philosophie, c'est de se dire d'abord, on prend du temps pour les repas. Donc c'est quelque chose qu'on a totalement perdu dans nos vies occidentales parce qu'on fait 15 autres choses en même temps qu'on s'alimente. Là, on prend du temps, on savoure, on déguste, et puis quand on ressent, et ça c'est quelque chose qui s'éduque, quand on ressent que son estomac est plein à 80%, ça signe la fin du repas. Donc il y a une modération, voire une restriction calorique dont on sait aujourd'hui qu'elle joue un effet positif. Et c'est quoi justement les effets positifs de cette réduction de calories sur nos organes, sur la santé, pour qu'on comprenne bien ? On vit aujourd'hui dans des sociétés où le propre de notre consommation, c'est qu'on est dans des régimes hypercaloriques. Et on sait que les régimes hypercaloriques, ils ont un effet sur l'accélération du vieillissement, sur la survenue de maladies chroniques. Donc la contrepartie, on pourrait penser qu'elle est vraie. Je réduis mon apport calorique, donc je vais vivre plus longtemps. C'est pas pleinement démontré encore, et ça fait aujourd'hui débat. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de jeûne, on parle beaucoup de restrictions caloriques aujourd'hui. On a démontré ça chez les animaux, on l'a pas démontré encore pleinement chez l'homme. Voilà. Alors on va sur une autre île maintenant, en Grèce, Ikaria, où la journée commence toujours par la dégustation d'une cuillère de miel. De miel. Pourquoi le miel alors le miel, c'est un aliment assez magique, et quand on parle de miel, on pense souvent effectivement à un aliment sucré. Et je pense que l'année 2018 a été riche en médiatisation sur les effets toxiques du sucre. Quand on parle de miel, on est en plein dans le sujet calories vides, calories pleines. Alors qu'est-ce que ça veut dire calories vides ? Le sucre blanc, le sucre raffiné, c'est du glucose, ce sont des calories vides. C'est-à-dire qu'il n'y a que des calories, il n'y a pas de nutriments associés. Ce qui fait l'avantage du miel, c'est que autour de ce sucre, il y a énormément de nutriments, des vitamines, des minéraux, mais surtout des polyphénols, et des polyphénols qui ont des effets bénéfiques sur la longévité. Ils ont un effet anti-inflammatoire, antioxydant, et un effet antiseptique et antibactérien. Donc, ils contribuent de manière importante, effectivement, sur le bienfait santé. On avait reçu un torréfacteur, Thomas, je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous avait conseillé de changer, de prendre du miel à la place du sucre dans le café. Moi, j'y croyais pas. Je fais ça depuis. Ça ne change pas le goût du café du tout, ça a le goût de sucre en fait, le miel, et en plus ça a des apports. Donc c'est une très bonne nouvelle. À Ikaria, tiens, on raconte souvent l'histoire d'un survivant, un homme qui souffrait d'un cancer du poumon. D'après vous, combien d'années a-t-il pu vivre Aucune idée. Vous allez le savoir dans un court instant sur RTL. À tout de suite. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. La curiosité est un vilain défaut. RTL. Toujours avec le docteur Pascal Douek pour découvrir les secrets de la longévité qu'il a étudié et documenté dans un livre passionnant. On parlait tout à l'heure de cette histoire incroyable qui a fait connaître l'île grecque d'Ikaria, qui est Stamatis maintenant, Moraitis, j'espère que je prononce bien son nom. Et qu'est-ce qui lui arrive alors qu'il vit aux États-Unis en 1976 ? Alors, Stamatis est devenu la légende d'Ikaria. Aujourd'hui, on ne parle plus que de lui. Alors, il est mort aujourd'hui, mais en tout cas, c'est devenu une figure d'Ikaria. Quand il a 62 ans, il vit aux États-Unis, donc il fait partie effectivement de cette population qui a émigré aux États-Unis, et malheureusement on lui annonce qu'il a un cancer du poumon et qu'il ne lui reste que 9 mois à vivre. Donc on lui prescrit effectivement des chimiothérapies, il te dit moi je ne veux pas prendre de traitement, et ce que je veux c'est revenir sur mes terres ancestrales, donc à Ikaria, et retrouver ma famille et être enterré sur mes terres. Donc il décide de ne pas prendre de traitement, de partir à Ikaria, et puis il se retrouve dans sa famille avec ses proches qui ont une exploitation vinicole, et puis il se repose, et au bout de 2 mois il commence à aller mieux. Au bout de 3 mois il se met à travailler avec ses cousins dans l'exploitation, et puis au final la notion des 6 mois, 9 mois passe, et il survit. Il est mort à 98 ans en excellente santé. La légende
secret. Oui, voilà. Donc la légende, elle est formidable parce qu'elle raconte que Stamatis a voulu, 10 ans après, retourner aux États-Unis pour voir les médecins qui lui avaient prédit 6 mois de longévité. Ils étaient tous morts, les médecins. Donc voilà, on est vraiment dans la légende. Oui, mais peut-être que ça a été un peu embelli, mais en tout cas, il y a un mode de vie là-bas à Ikaria qui a joué son rôle. C'est pas que le miel. Voilà. Alors, il n'y a pas que le miel, il y a le thé des montagnes aussi qui fait partie de la légende de la même façon, mais avant tout, qu'est-ce qui est propre à Ikaria, c'est le régime méditerranéen. C'est-à-dire qu'on est effectivement au cœur du régime méditerranéen avec toutes ses vertus santé et surtout tout son niveau de preuve scientifique. C'est le régime par excellence de longévité, le régime méditerranéen. Et d'ailleurs, il y a une autre île dont vous parlez dans votre livre, c'est la Sardaigne, avec une région, Barbagia. Là aussi, elle est particulière. Pourquoi ? Alors, Barbagia, c'est un petit peu comme toutes ces régions. C'est des régions qui sont un peu inaccessibles. On a la même chose au Costa Rica. C'est une région qui est entourée de montagnes dans laquelle il y a des bergers qui vivent là et finalement très peu de touristes qui étaient entrés dans cette zone. Donc des zones très reculées où il y avait, je pense, effectivement des habitants qui vivaient entre eux, qui se reproduisaient aussi entre eux. La particularité de Barbagia, c'est que ce sont des bergers. C'est-à-dire qu'il y a le côté pâturage, il y a le côté on marche tous les jours à côté des bêtes, à côté des animaux. On se nourrit de lait de chèvre, parce que les bergers, c'est beaucoup de chèvres et de brebis. Et donc, on vit avec ce régime méditerranéen également. Et c'est quoi alors le régime méditerranéen ? Parce que là, tous nos auditeurs sont en train de prendre des notes. Alors, déjà, il y a une cuillère de miel au réveil le matin, ça c'est sûr pour tout le monde. Le régime méditerranéen. Alors, on a parlé d'Okinawa tout à l'heure, on va l'oublier parce que c'est un régime qui est très très loin de nos pratiques. Le régime méditerranéen, il a l'avantage que finalement tous les aliments du régime méditerranéen, on les consomme, nous. Mais on ne les consomme pas de manière quotidienne et de manière structurée. Le propre, les clés du régime méditerranéen, c'est tout d'abord l'abondance de fruits et de légumes, et plutôt de fruits et légumes colorés. Coloré, pourquoi ? Parce que c'est riche en polyphénols, riche en antioxydants, et donc avec des vrais bénéfices santé. Deuxièmement, ces fruits et légumes, les légumes, il y a une part de légumes secs, de légumineuses qui est important en termes de consommation, et pour les fruits, une part de fruits oléagineux, les noix, les amandes, qui sont important dans la consommation. La deuxième chose, c'est les matières grasses. Ce sont de l'huile d'olive. Et là, on peut y aller avec l'huile d'olive, on peut en prendre des quantités importantes. Ils ne consomment pas de beurre, ils consomment de l'huile d'olive. C'est la seule source de matières grasses. Et vous le savez, l'huile d'olive, ça a des vertus santé qui sont démontrées. Pauvre en viande. Oui. Comme régime, encore une fois, on retrouve cette même notion. Riche en lait fermenté, en lait de brebis. Donc ça, cette notion, elle est importante aussi dans ce régime méditerranéen. Et puis la particularité, c'est qu'il y a un petit peu d'alcool, il y a un petit peu de vin rouge. Ils boivent quotidiennement du vin rouge. Nouvelle. Avec cette richesse. C'est la seule partie du régime que je respecte. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je commence à faire gaffe. Et puis il y a l'activité physique aussi, Pascal. Alors, parce que vous l'avez dit, là, ce sont des bergers, donc il y a le fait de marcher toute la journée. On en tire quelles leçons, quels conseils ? Dans le régime méditerranéen, on ne s'arrête pas à l'alimentation, on s'arrête aussi au mode de vie et à l'activité physique. Et dans toutes ces zones bleues, la particularité de l'activité physique, c'est qu'on bouge, mais qu'on ne fait pas de sport. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à notre activité physique, c'est quelque chose qui est naturel. Voilà, on le fait parce qu'on est berger, on le fait parce qu'on est travailleur dans une exploitation et qu'on cultive ses propres aliments, mais on n'est pas comme dans nos vies à nous, en train d'être sédentaire pendant 7 heures autour de notre bureau, et puis après le soir on se dit je vais aller courir. Voilà, on est dans un mode de vie qui est naturel. Voilà. Bon alors on mange bien, ça c'est important, mais si on fait bien l'amour aussi, est-ce qu'on vit plus longtemps ? Réponse dans un instant les curieux. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Du lundi au jeudi à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité. L'heure du crime, présenté par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut. Partout dans le monde, médecins et chercheurs tentent de percer les mystères de la longévité. En 2 siècles et demi, l'espérance de vie n'a cessé de progresser au point que nous gagnons chaque année 3 mois de vie en plus. En France, la moitié des enfants nés en 2007 seront centenaires. RTL. Pourquoi certains d'entre nous vivent plus longtemps ? Des découvertes prometteuses ont déjà vu le jour. Certains scientifiques espèrent même doubler notre espérance de vie. Sur RTL, la curiosité n'est vraiment pas un vilain défaut.
Notre invité est médecin du sport, micronutritionniste et fondateur du site Déclic Attitude, sur lequel Pascal Douek vous donnez de bons conseils pour se donner plus de chances de vivre vieux et en bonne santé. Donc on vous écoute avec particulièrement d'attention et on va retourner sur l'île d'Ikaria. Donc on est toujours en Grèce, hein, je crois que c'est au large de la Turquie. Alors moi j'aime beaucoup cette île pour une autre raison, ils y font l'amour très régulièrement. Ah. Et alors quel est l'impact d'une activité sexuelle régulière sur la longévité ? Alors c'est ce qu'ils nous attendent, c'est ce qu'ils nous annoncent. Hein. Ah, c'est ce qu'ils disent. Ils sont assez fiers de dire qu'ils font l'amour de manière régulière. Alors, des vantards encore. C'est quoi dans leur mode de vie ? Ils annoncent qu'ils font des siestes de manière régulière et qu'ils font l'amour. Après, on peut trouver un lien par rapport à ça. En tout cas, peut-être que ça fait partie de la légende, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la science démontre tous les bienfaits de la sexualité sur la longévité, et notamment une étude toute récente qui a été réalisée et qui a montré que le fait de faire l'amour régulièrement permettait d'allonger la taille des télomères, plus précisément. Alors, les télomères, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est les petits capuchons qui sont situés sur le haut des chromosomes et qui sont un indicateur du vieillissement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les cellules se divisent, au fur et à mesure que nos corps vieillissent, les télomères réduisent de taille. Voilà. Et dans cette étude, on a pu montrer que chez les participants, en l'occurrence, il s'agissait de femmes qui avaient à peu près entre 42 et 50 ans, le fait d'avoir une activité sexuelle régulière permettait d'augmenter la longueur des télomères, donc, on pourrait déduire, permettrait d'avoir une meilleure longévité. Alors, forcément, la question qui vient, c'est quoi ? Régulier. Régulier, c'est... Alors, et là, tout le monde est accroché à la réponse. Voilà, régulier, c'est toutes les semaines. Voilà, c'est toutes les semaines. Et une deuxième étude a pu montrer, c'est intéressé plus aux seniors cette fois, cette notion avec ce conseil qui est de dire ne ralentissez pas votre rythme en termes de sexualité, c'est-à-dire à partir du moment où vous avancez dans l'âge, on a cette idée reçue qu'on va réduire sa fréquence d'activité sexuelle. Eh bien non, parce que si vous maintenez une activité, on va rester sous cette idée d'avoir une activité hebdomadaire, eh bien vous aurez effectivement une vie meilleure, en meilleure santé et plus longue. Bon, du miel tous les matins, du sexe au moins une fois par semaine. On a tout noté, c'est des super conseils. Bon, on a beaucoup observé les centenaires, mais alors je voudrais quand même qu'on dise un mot des animaux et notamment d'une bestiole improbable dont vous parlez dans votre livre aux éditions Le Duc, c'est le rat taupe nu. Bonjour monsieur. Alors il faut nous le présenter. Il ressemble à quoi ce rat taupe nu ? Alors ce rat taupe nu, c'est un abominable petit rat. On appelle un pourquoi taupe nu ? Parce qu'il a la peau glabre. La peau glabre, ça veut dire qu'il n'a pas de poils. Donc il est complètement nu, avec des dents qui sont proéminentes sur le devant et des yeux globuleux. Il est vraiment affreux. Je vous invite à voir sur Internet à quoi ressemble le rat taupe nu. Donc ça, on va poster sa photo sur nos réseaux sociaux. Oui. Voilà. Donc c'est pas pour ça qu'il intéresse les scientifiques. Il intéresse les scientifiques tout simplement parce que ce rat taupe nu a une longévité exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il vit 30 ans en moyenne, et par rapport à un animal de sa taille qui vit 2 à 3 ans, c'est jusqu'à 10 fois plus qu'un animal normal. Alors, pourquoi il vit plus longtemps ? On ne comprend pas encore très bien les mécanismes, mais ce qu'on sait, c'est qu'il déjoue toutes les maladies liées à l'âge. C'est-à-dire qu'il se met à l'abri des cancers, des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou des maladies cardiovasculaires qui sont, elles, les 3 maladies phares du vieillissement qui viennent réduire la longévité. Donc tous les scientifiques sont comme des dingues autour de ce rat taupe nu pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, notamment sur le plan génétique, puisque ce rat taupe nu a un capital génétique, un génome qui est proche de celui des hommes. Donc on espère pouvoir avoir des enseignements. À 93%, j'ai lu ça dans votre livre. Bref, on a tous envie de ressembler à ce rat taupe nu qui est pourtant très moche. Merci beaucoup Pascal Douek, votre grand livre des secrets de la longévité. On le conseille à nos éditeurs, il est publié aux éditions Le Duc. À bientôt, merci. C'est la fin de cette émission. Vous écoutez RTL.